All rise. Vous vous levez. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Vous asseoir. Okay. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue et sans tarder, je vais m'adresser à Monsieur le greffier d'audience pour lui demander d'annoncer l'affaire. Monsieur le greffier. Good morning, Mr. President, Your Honours. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge. Situation en République centrafricaine, l'affaire le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, référence de l'affaire ICC 01050108. Nous sommes en audience publique. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. Je vais demander maintenant aux parties de se présenter, en commençant par le bureau du procureur. Mais avant cela, j'aimerais demander à tout le monde de parler lentement et de marquer des pauses avant de répondre aux questions afin de permettre aux interprètes de faire leur travail. Puis-je demander maintenant aux représentants du bureau du procureur de bien vouloir se présenter et de présenter les membres de son équipe. Good morning, Mr. President, Your Honours. L'accusation, bonjour. Fabricio Guariglia, Ms. Helen Brady, Senior Appeals Counsel, directeur des poursuites, et j'ai avec moi aujourd'hui Helen Brady, Madame Priya Narayanan, conseil en appel, Niveda Merci beaucoup, Thiro, Monsieur le procureur. et notre gestionnaire du dossier, Sylvie aux avocats Vidigna. de M. Bemba. Vous avez remarqué, conformément à votre vœu, je ne dis pas avocat de la défense, parce que M. Jean-Pierre Bemba Gombo a été acquitté. Alors, je m'adresse à vous en tant qu'avocat de M. Jean-Pierre Bemba. C'est bien ça. Alors, puis-je vous demander de vous présenter, ainsi que de présenter les membres de votre équipe. Monsieur Haynes, bonjour Monsieur le Président et bonjour à tous les visages connus et amicaux autour dans la salle d'audience. C'est la première fois que nous avons l'honneur et le privilège de comparaître devant vous et je voudrais vous souhaiter, vous dire combien nous nous félicitons de ce privilège. Nous vous sommes reconnaissants de nous donner cette opportunité. Je m'appelle Peter Haynes, à ma droite Kate Gibson, ma co-conseil et Cécile Lecoll, notre gestionnaire du dossier. Vous constaterez que notre client, M. Bemba, n'est pas présent. Bien entendu, il n'a pas les meilleurs souvenirs de son temps passé ici à La Haye et il a choisi de ne pas assister à ces audiences, mais nous recevons ces instructions de manière régulière et nous sommes en contact régulier avec lui également. Merci beaucoup, Maître Haynes. Enfin, j'aimerais me présenter moi-même ainsi que mes collègues. Je m'appelle Antoine Kessambe Mindoa et je suis juge-président de la Chambre préliminaire 2 de la Cour. À ma droite se trouve Madame la juge Tomoko Akane et à ma gauche, Monsieur le juge Rosario Salvatore Aitala.
Tout d'abord, je crois qu'il est utile de clarifier la nature de cette audience. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la procédure liée à la demande d'indemnisation que M. Bemba a soumis le 7 mars 2019 à cette Chambre sur la base de l'article 85 du Statut de Rome. Le 14 mars 2019, la Chambre a décidé de la tenue de cette audience afin que les parties puissent présenter oralement leurs observations concernant la demande d'indemnisation. Je tiens à rappeler que les parties sont invitées à ne pas simplement répéter le contenu de leurs écritures. Personnellement d'ailleurs, je trouve que les documents que vous avez soumis sont excellents quant à la forme et quant au fond. Je vais donc donner la parole à chacune des parties en vous priant d'être clair et concis dans vos interventions qui ne devraient pas dépasser la durée de 30 minutes afin que le temps de parole puisse être réparti équitablement et qu'il reste assez de temps pour d'éventuelles questions. Maître Haynes, vous avez à présent la parole. Your Honour, thank you very much. Maître Haynes, merci beaucoup. Et par courtoisie, je constate qu'il y a des représentants du greffe présents dans la salle d'audience et je suis certain qu'ils se présenteront également en temps opportun. C'est une affaire qui nous amène en territoire inconnu. Territoire nouveau. Notre analyse est que M. Bemba est peut-être la seule personne, la première personne dont les avoirs ont été gelés sur l'ordre d'un tribunal pénal international ou d'une cour. Et il est probablement la seule personne dont les avoirs aient été gelés et qui ensuite ait été acquitté. Par conséquent, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, vous allez tracer la voie légale ici. Il n'y a pas grand-chose dans la jurisprudence de cette cour ou d'autres tribunaux qui puisse vous aider. Vous tiendrez compte, bien entendu, de ce qui a été dit par les juges dans l'affaire Ngudjolo, mais c'est simplement à titre informatif. Cela ne vous contraint aucunement. Et il y a d'énormes différences entre les faits des affaires, donc ça n'est pas très convaincant. Ensuite, le point de vue de la minorité des juges en appel qui ont acquitté M. Bemba ne sont pas pertinentes, autant que les points de vue des juges de la Chambre de première instance qui l'ont inculpé. Le point de départ, en fait, c'est que M. Bemba a été condamné à tort. Je ne vais pas vous affirmez que toutes les personnes dont la condamnation est renversée en appel sont des victimes d'une erreur judiciaire. Mais ceci est une affaire exceptionnelle et effectivement, M. Bemba a fait l'objet d'une erreur judiciaire. La manière dont il a été inculpé
autant au plan procédural qu'en termes de la première décision qui a été prise à son encontre. Son inculpation a été sévère et choquante. Le libellé utilisé par les 3 juges expérimentés, chevronnés, qui ont renversé sa condamnation sont sans précédent. Ils ont simplement été sans voix devant ce qu'ils ont vu dans la décision. La manipulation des éléments de preuve, l'impossibilité de s'en tenir aux principes essentiels et centraux, la charge et la norme de la preuve. Ils ont été explicites, ils devaient intervenir pour prévenir une erreur judiciaire. Et maintenant, il faut éviter de faire une nouvelle fois une erreur. Une acquittation en appel n'empêche pas que l'on conclue au fait qu'il y a eu une erreur judiciaire. Le renversement de la condamnation n'empêche pas non plus une erreur judiciaire de se poursuivre. Pour ce qui est de ce qui a déjà été indiqué, lundi soir, nous avons reçu un message d'environ 80 pages des partis opposés et nous avons eu peu de temps pour les digérer. Je vais me limiter maintenant à 20 ou 30 minutes et je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit dans nos écritures et dans les écritures du bureau du procureur et du greffe. Nous avons déjà reçu, vous avez déjà reçu notre requête par écrit et j'espère que vous la regarderez de manière avec un œil favorable. Aujourd'hui, je vais reprendre quelques points essentiels. Soyons concrets. Il y a 11 ans que M. Bemba a été arrêté et environ une année qu'il a été remis en liberté. Bien entendu, remis en liberté, ça fait une grande différence par rapport à la qualité de vie qu'il avait, à son accès à ses propriétés. Tout cela a été beaucoup altéré. Il n'a plus accès à un compte bancaire. Il ne peut plus retirer d'argent liquide à un distributeur de billets. Son épouse non plus, ce qui est étonnant. Il ne peut pas ouvrir un compte bancaire. Son affaire en transport aérien a été détruite. Ses maisons en République démocratique du Congo ont été occupées et pillé. Sa voiture a été dévorée par des rats à Lisbonne et son Boeing 727 Asia est toujours sur le tarmac à l'aéroport de Faro, exactement dans la même position que là où il se trouvait lorsqu'il l'a quitté en 2007. Comment est-ce que cette situation est arrivée? Eh bien, en mai 2008, le bureau du procureur a saisi la chambre de première instance numéro 3, non, la chambre préliminaire numéro 3, pardon, avec des requêtes visa de coopération dans 3 États. Ces requêtes apparemment étaient si secrètes que même aujourd'hui, les avocats de M. Bemba ne sont pas autorisés à en prendre connaissance. Mais nous pouvons retrouver certains éléments de ces requêtes, les plus importants. Premièrement, il demandait de manière indiscriminée la saisie et le gel de tous ses avoirs, absolument, dans toutes les juridictions. Deuxièmement, il ne visait pas uniquement M. Bemba, mais également les membres de sa famille, y compris son épouse et ses enfants. En 2008, les enfants de M. Bemba avaient de 9 à 17 ans. Monsieur Moreno Ocampo et ses collaborateurs connaissaient bien, j'en suis certain, les âges et l'identité des enfants de Monsieur Bemba. Alors, quel est l'objectif possible
pour la Cour de demander que l'on saisisse et que l'on gèle les avoirs d'un garçon de 10 ans ou de filles âgées de 12 ans. Cela ne peut avoir rien à voir avec le fait de garantir des avoirs pour fournir des réparations aux victimes à l'avenir. Cela ne peut que provoquer des blessures, de l'angoisse et de l'embarras. Chercher à viser la propriété d'enfants dans ces requêtes est, à notre avis, une preuve de méchanceté. Et nous sommes en désaccord avec l'accusation pour dire que effectivement la mauvaise volonté, l'infraction à la loi sont une condition nécessaire pour faire appliquer l'article 85. Et il serait une erreur que d'importer des notions telles que celle-là dans l'élaboration, l'interprétation de l'article 85 aujourd'hui. Mais si vous souhaitiez des preuves de malice dès le début de ces procédures, eh bien, vous les trouveriez. Et cela se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Vous trouverez dans la déclaration du procureur de juin 2018 le fait qu'elle n'a pas pu exprimer de regret pour le fait que M. Bemba ait passé 10 ans en détention, alors qu'elle aurait dû le faire. Vous trouverez cela aussi dans le fait que l'épouse de M. Bemba n'a pas pu et ne peut toujours pas avoir accès à sa propriété ou à ses comptes bancaires et que personne dans cette salle n'a levé le petit doigt pour l'aider à cela. La malveillance a été montrée par l'accusation dès le début, du début à la fin. Vis-à-vis de M. Bemba et de sa famille, nous n'avons pas soulevé ce problème dans nos écritures initiales parce que nous ne pensions pas que cela faisait partie des moyens de preuve. Nous soulevons ce problème ici et nous en avons de nombreux exemples. D'abord, l'aéronef à Njili, à Kinshasa. L'accusation était informée de l'existence de ces aéronefs, bien entendu, puisqu'ils ont fait des enquêtes financières. Le procureur a travaillé main dans la main avec les autorités de la RDC tout au long de l'affaire. Les sources de richesse et de revenus de M. Bemba n'étaient bien entendu pas un secret. Le greffe était informé de cela. Comment pouvait-il ne pas l'être? Et il était en contact régulier avec les États en ce qui concerne le gel des propriétés. Et ça n'était pas le premier Congolais accusé devant cette Cour pénale internationale. Donc il se fait que les 6 aéronefs à l'aéroport de Njili, qui appartenaient à M. Bemba, effectivement, ont été saisis. Premièrement, après l'assurance qu'ils aient été retirés du terrain d'aviation sur les instructions de ses représentants. Et puis, quelques jours après, malgré les objections déposées par l'avocat de M. Bemba, ils ont tout simplement été détruits, coupés en morceaux. Et je pense que l'on peut trouver cela dans une des déclarations d'un témoin pertinent. Et ce sont des avoirs d'une valeur de 33 millions d'euros qui ont tout simplement été démantelés, découpés. La principale source de revenus de M. Bemba est ainsi détruite.
Ceci a été une terrible erreur et vous auriez pu vous attendre à ce que un représentant du bureau du procureur ou du greffe prenne contact avec les avocats de M. Bemba ou directement avec lui pour lui dire quelque chose d'épouvantable vient d'arriver. Les autorités du Congo ont mal compris ce que nous leur demandions de faire, de saisir et de geler vos avoirs, mais rien de la sorte n'est arrivé. Personne n'est allé voir M. Bemba pour lui dire « Vous venez de perdre votre principale source de revenus. 33 millions d'aéronefs démantelés, coupés en pièces. » Bon, comme l'on dit, c'est en mangeant le gâteau que l'on sait quel goût il a. Eh bien, le fait de découper les avions de M. Bemba n'était pas une erreur, en fait. Il s'agissait simplement de le découper lui-même en pièces. Nous disons que l'on peut constater la même chose avec lui et sa famille. Le greffe prétend que c'était un incident. Ils disent que ça n'a pas été donné par la Cour. Et l'on regarde des documents et l'on voit expurger. Il s'agit d'un système ici public, d'une justice ouverte. Et soit on peut présenter des arguments en public, ou bien l'on laisse de côté ces arguments. D'après le greffe, M. Bemba aurait pu également demander l'interruption de ces ordonnances de gel une fois qu'il avait la suspicion qu'ils étaient mal gérés. C'est tout aussi naïf. Est-ce que vous vous attendiez à ce que M. Bemba dise « Est-ce que vous pourriez me redonner les morceaux de mes avions démantelés ?» Et je voudrais ici développer quelques arguments en ce qui concerne la charge de la preuve et les normes de la preuve. M. Bemba présente cette demande et bien entendu, c'est à lui de prouver sa demande, mais il ne doit vous convaincre de rien. Il s'agit d'une demande en droit civil et la charge de la preuve appropriée repose sur l'équilibre des probabilités. Et il vous a fourni 3 déclarations de témoins, un rapport d'experts, plusieurs pièces. Nous avons déposé cette demande en mars et tout le monde a demandé un petit peu plus de temps, que vous avez d'ailleurs accordé, pour traiter des questions juridiques ayant trait aux questions factuelles qui ont été soulevées dans ce cas. 2 mois, c'est tout à fait assez pour vérifier des questions factuelles, les questions factuelles qui ont été levées pour aller, par exemple, contredire ce que M. Bemba affirme. Or, personne n'a choisi de faire cela. Aucun enquêteur, aucun officier de police portugais, aucun représentant de la MONUSCO ne s'est présenté devant vous pour contredire ce qui figure dans les écritures de M. Bemba et les preuves qu'il vous a montrées. Vous n'avez pas de raison ou de base pour contester les éléments de preuve apportés par le requérant. Les plaidoiries ont l'utilité au moins de cristalliser les questions qui se présentent dans l'affaire de manière concrète. Et nous faisons valoir que toute analyse raisonnable de ces plaidoiries ou de ces écritures révèle qu'il n'y a pas grand-chose à discuter finalement. Bon, les avoirs de M. Bemba ont tout simplement été disséminés. Et je ne parle pas uniquement des pertes financières. Ces biens ont été détruits, décimés, et nous sommes tous d'accord là-dessus. Deuxièmement, en ce qui concerne les requêtes en assistance déposées par la CPI, rien n'en est résulté. Troisièmement, la Chambre préliminaire a
émis une requête d'assistance à la demande de l'accusation. Quatrièmement, la requête en assistance a été présentée d'une manière très large. Cinquièmement, la destruction d'une propriété de quelqu'un est une violation d'un droit humain fondamental. Troisièmement, la CPI est une institution internationale qui a une personnalité juridique et qui n'est pas protégée par une immunité vis-à-vis de plaintes civiles. Et septièmement, la CPI dispose du pouvoir de fournir aux personnes affectées par ces décisions des mesures et des recours. Ceci n'est pas contesté. Il y aurait eu beaucoup de temps pour le contester. Sans parler de la question du fait que M. Bemba a effectivement fait l'objet d'une erreur judiciaire. La seule chose qui est contestée dans cette affaire, ça n'est pas tant le montant de la perte financière causée à M. Bemba, mais il s'agit des proportions et des remboursements qu'il faudrait lui donner. Maintenant, bon, j'ai pendant 35 ans pratiqué le droit devant des tribunaux civils, des tribunaux pénaux, des tribunaux nationaux et internationaux, et je ne peux souligner suffisamment la gravité d'un ordre de gel et de quelle manière extrêmement sérieuse les tribunaux sont invités à les émettre parce que effectivement cela porte atteinte aux droits humains fondamentaux liés à la propriété, cela empêche les personnes concernées de vivre leur vie, cela les empêche d'agir au plan commercial, et ce n'est pas une coïncidence que l'ordre de gel soit considéré par les avocats comme une arme nucléaire. Ce n'est pas une coïncidence que bien que nous ayons des accusés très riches comparaissant devant ce tribunal, le TPY n'a jamais gelé les biens de qui que ce soit. Le TPIR n'a jamais gelé non plus les biens de qui que ce soit, et la Cour spéciale pour la Sierra Leone, disposant ou ayant devant elle l'extrêmement riche Charles Taylor, n'a pas non plus gelé ses avoirs. Ces tribunaux savaient que ces ordres ne peuvent pas comme ça être utilisés à la légère. Ils reconnaissaient aussi qu'il pouvait y avoir des lacunes et une difficulté à gérer de manière correcte de telles ordonnances, ce qui n'a pas été la manière de faire de l'accusation ici. Ces ordonnances, je le répète, sont extrêmement graves et sérieuses, et l'on n'a pas réalisé la gravité de ces ordonnances dans cette affaire. Alors, la CPI, bien entendu, ne tombe pas sous le coup des règlements de l'Union européenne. Bien entendu, ça n'est pas le cas. Mais nous avons donné quelques exemples simplement pour illustrer notre dossier. Lorsque vous prenez possession de la propriété de quelqu'un, vous assumez en même temps la responsabilité de prendre soin de cette propriété. Et cette propriété est multifacette et grave. Deuxièmement, vous ne pouvez déléguer cette responsabilité à une partie tiers, même si cela affecte le gel ou la saisie, qu'il s'agit de votre juridiction ou non. Et troisièmement, si quelque chose va mal ou si votre action n'est pas fondée, la personne qui a, vous, en tant que la personne qui a demandé cet ordre, devez
indemniser la personne dont les biens ont été gelés. C'est comme cela que les choses se passent. Et la CPI est une institution qui a une personnalité juridique et c'est elle qui a émis ces ordonnances et elle ne se trouve pas dans une position différente de quelqu'un d'autre. Et tout s'est extrêmement mal passé. La témérité des écritures du greffe à cet égard me laisse sans voix. Il suggère que c'était à M. Bemba d'apprécier que ces biens étaient mal gérés et de se présenter devant la chambre de première instance numéro 3 et de demander à cette chambre de lever les ordonnances de gel. Laissons de côté cette possibilité assez improbable que le juge Steiner accepte de lever une ordonnance de gel s'agissant de la propriété de M. Bemba et replaçons-nous dans le contexte du protocole international. La témérité véritable de cette écriture, c'est que en quelques années, le greffe s'est vraiment gravement trompé dans tout ce qu'il a fait. Il soumettait des rapports internes disant qu'il n'y aurait pas d'argent pour payer les réparations, que nous ne serions pas en mesure d'avancer des fonds aux avocats de M. Bemba. Lorsque nous disons qu'une requête, et comment voulez-vous qu'il y ait une requête devant la Chambre de première instance 3 pour interrompre ces ordres de gel? Alors juste une toute dernière chose avant d'en terminer. Et en fait, nous avançons que nos écritures n'ont pas été bien comprises, tout simplement, car pour ce qui est des demandes de M. Bemba, eu égard à ces biens qui ont été détruits, il présente cela à titre alternatif, car la demande qu'il présente par rapport à la destruction de ces biens n'est pas tributaire d'une conclusion suivant laquelle il y a eu bel et bien erreur judiciaire, car cette plainte aurait pu être entendue de façon positive, même au cas où son procès aurait été des plus classiques et réguliers, ou même si sa déclaration de culpabilité avait été confirmée en appel, parce que cela dépend des actions prises par la Cour pour ce qui est de la saisie des biens. Tout simplement, il y a eu amalgame pour ce qui est de ces demandes, amalgame comme moyen d'expédier l'affaire, et le but étant de faire en sorte que l'affaire soit traitée de façon rapide par la même chambre, cette même chambre. Alors deux choses, avant de mettre un terme à mon intervention. J'aimerais en quelques mots défendre le point de vue de M. Bemba qui présente cette demande, car les observations qui ont gravité autour de cette affaire ont été une critique inéquitable de M. Bemba. D'aucuns suggèrent que c'est un acte de vengeance de sa part et qu'il essaie de faire plier la Cour et de lui faire connaître la faillite. On dit que ce qu'il demande est tout à fait disproportionné. Mais c'est faire fi de la réalité que de dire cela, car cela s'est bel et bien passé. Ces biens ont été bel et bien détruits. Suite à la demande d'assistance émise par cette Cour, il aurait préféré sortir de prison le 8 juin de l'année dernière, libre. Il aurait préféré qu'on lui redonne les clés de sa société de cargo aérien Prosper. Il aurait préféré qu'on lui remette les clés de ses domiciles et il aurait préféré pouvoir aller récupérer ses voitures, recevoir un portefeuille plein de cartes de crédit et ainsi il aurait pu aller dépenser son argent dans un restaurant. Mais il n'a pu faire aucune de ces choses car
car en fait, il s'est retrouvé dans la situation où il était en mai 2008. Alors, si vous faites droit à sa demande de dommages et intérêts pour son incarcération, il pourra donner cela aux victimes de la République centrafricaine, car comme vous le savez, nous aurions préféré venir ici, parler, mais nous aurions préféré en fait parler de choses qui ne sont pas véritablement ou qui ne portent pas véritablement à polémique. Mais nous sommes ici, nous avons déposé des écritures et nous souhaitons en fait présenter des suggestions concrètes pour l'avenir. Ne pensez pas en fait que s'il échoue maintenant en application de l'article 85 parce que soi-disant, il n'a pas satisfait aux critères de l'article 85, ne pensez pas que cela va s'arrêter ici. Absolument pas. Ne vous bercez pas d'illusion, de cette illusion, car en fait, nous pensons que si une telle conclusion était tirée, cela serait un véritable scandale qui irait tout à fait à l'encontre des règles de la justice naturelle. Et de toute façon, les pertes essuyées par M. Bemba augmentent quotidiennement. Alors, permettez-moi de vous dire que une cour peut en fait renvoyer cette question à ce que l'on a ou peut en fait trouver une solution par le biais de ce que l'on appelle une résolution alternative de conflit. Et nous sommes tout à fait disposés à nous livrer à cet exercice au nom de M. Bemba, qu'il s'agisse donc tout simplement de renvoyer l'affaire devant une autorité d'arbitrage ou qu'il s'agisse tout simplement d'ordonner aux partis d'essayer de se réunir autour d'une table dans ce bâtiment. Ce que nous avançons, c'est que ce serait une façon beaucoup plus constructive et beaucoup plus raisonnable de trouver une solution à ce problème. Et je vais terminer là où j'ai commencé, car ce qui s'est passé est arrivé à M. Bemba. Nous espérons que des enseignements utiles pourront être tirés de cette situation et nous formulons le vœu que cela ne se produise plus jamais. Mais il doit y avoir réparation et nous devons pouvoir mettre un terme à ce chapitre sinistre de l'histoire de la CPI. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Haynes, pour votre brillante présentation. À présent, avant de passer la parole au bureau du procureur, je voudrais faire quelque chose. Je vois dans la salle, il y a encore 6 personnes. Normalement, les débats de ce matin, c'est par rapport aux avocats de M. Jean-Pierre Bemba et au bureau du procureur. Mais comme l'a suggéré tout à l'heure Maître Haynes, je pense qu'il est nécessaire que le bureau du greffier puisse se présenter parce que je vois qu'il y a M. Marc Dubuisson et puis je vois encore d'autres personnes. Alors, je vais d'abord donner la parole à M. Marc Dubuisson pour se présenter son équipe et me dire aussi si les 3 autres personnes sont de son équipe. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le juge. Effectivement, sur le banc du greffe avec moi aujourd'hui, il y a Marie Mathieu, qui est juriste au bureau des affaires juridiques du greffe, Nathalie Wagner, qui est juriste à la division des services judiciaires. Ensuite, à l'arrière, il y a Vera Chi Wang, qui est juriste à la division des opérations extérieures. Et enfin, Elisabeth Bourlard-Smith et Rufina Kutsniarova, qui sont des juristes à l'unité pour les relations extérieures et la coopération avec les États. Et moi-même, donc Marc Dubuisson, je suis ici pour représenter le greffier Peter Lewis. Merci beaucoup d'être venu. Donc je vois que les 6 personnes que vous êtes du bureau donc, du greffier. Merci beaucoup, merci. À présent, je voudrais donner la parole au représentant du bureau du procureur.
Monsieur Gariglia, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais présenter quelques observations en guise d'introduction et ensuite ma collègue, Madame Narayanan, vous présentera les arguments principaux présentés par Monsieur Bemba pour sa plainte en indemnisation. Alors, je vous dirais en fait que nous avons reçu hier à 18 h la demande de M. Bemba par rapport à notre réponse. Nous nous opposons à cette demande de réplique. Nous pensons que cette question a déjà fait l'objet de moultes examens. Vous avez reçu de nombreuses écritures extrêmement longues au nom de M. Bemba. Il a eu la possibilité de présenter des arguments de façon exhaustive, ce qui vient d'être fait maintenant. Et donc, nous vous fournirons nos raisons motivées pour notre opposition, mais nous nous opposons à cette demande. Et comme vous le savez, Madame, Messieurs les juges, le point de vue de l'accusation que l'on trouve dans nos documents est très très clair. M. Bemba n'a pas démontré qu'il méritait d'être indemnisé par cette Cour. Sa demande ne satisfait pas au seuil d'exigence très élevé en application du paragraphe 3 de l'article 85 du statut, à savoir qu'il y a eu erreur judiciaire grave et manifeste. En fait, ce qu'avance M. Bemba est très loin de satisfaire à cette norme juridique. Et en conséquence, cette demande devrait être rejetée. J'aimerais dans un premier temps récapituler de façon très très brève cette affaire, et ce qui sera différent de ce que vient de dire Maître Haynes. M. Bemba a été accusé en tant que supérieur hiérarchique en application de l'article 28 du statut de crime contre l'humanité et de crime de guerre. En 2009, la Chambre préliminaire à l'unanimité a confirmé ses charges, et en 2016, la Chambre de première instance, toujours à l'humanité, a prononcé des déclarations de culpabilité contre M. Bemba et lui a imposé une peine. En 2018, le 8 juin, pour être plus précis, la Chambre d'appel à la majorité a acquitté M. Bemba de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Deux autres juges de la Chambre d'appel ont exprimé leur désaccord et, dans une opinion exhaustive, ont expliqué pourquoi ils auraient confirmé les déclarations de culpabilité prononcées à l'encontre de M. Bemba en appel. Ceci étant dit, à partir du moment où il a été acquitté, l'issue du procès à l'encontre de M. Bemba a été définitive. Mais l'interaction de M. Bemba avec cette Cour ne se termine pas avec cette affaire. Comme la Chambre le sait pertinemment, il existe une deuxième affaire. Alors que M. Bemba a été détenu pour les chefs de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, il a été allégué et conclu qu'il avait commis une atteinte à l'administration de la justice avec avec son conseil principal et d'autres. En 2016, la Chambre de première instance numéro 7 l'a déclaré coupable d'atteinte en application de l'article 70, et en 2018, la Chambre d'appel, qui était composée de façon différente, à l'unanimité a confirmé ses déclarations de culpabilité pour avoir sollicité des faux témoignages en application de l'article 70.1 petit a et pour avoir corrompu des témoins en application de l'article 70.1 petit c. Ces déclarations de culpabilité sont définitives, même si M. Bemba a interjeté un deuxième appel dans cette affaire. Madame, Messieurs les juges, M. Bemba a présenté cette plainte en compensation 9 mois après son acquittement dans l'affaire principale. Il demande une indemnisation de 68,6 millions, une somme sans aucun précédent, et suggère que cette somme lui est due, et ce de plusieurs façons. Vous avez entendu Maître Haynes, et je vais toutefois vous expliquer comment nous comprenons ces différentes catégories d'indemnisation. Car une partie de l'argent, d'après lui est due parce qu'il a été détenu. Une autre partie de l'argent lui est due pour préjudice aggravé, d'autres pour les frais juridiques et d'autres parce que ces biens auraient souffert de dégâts. Et je dois dire que mon collègue, mon confrère, Maître Haynes, a particulièrement insisté là-dessus pendant sa plaidoirie. Mais cet examen, qui prend quasiment la moitié des 60 pages de sa demande, passe à côté de l'essentiel. Il ne peut pas éluder la question centrale au cœur de toutes les demandes d'indemnisation, à savoir est-ce que M. Bemba a établi qu'il existait une erreur judiciaire grave et manifeste au sens de l'article 85.3 à telle enseigne qu'il devrait bénéficier d'une indemnisation. La réponse est un non prononcé de façon retentissante. M. Bemba ne s'est pas acquitté de la charge qui lui a incombé pour démontrer qu'il avait souffert d'une erreur judiciaire grave et manifeste, et
si vous en êtes convaincus comme nous le sommes, les conditions les conditions préconisées par l'article 85 ne sont pas satisfaites et de ce fait, cette procédure peut se terminer rapidement. Et il a été également soudainement question d'actes de malveillance, ce qui vient d'être exprimé par M. Haynes. Alors, bien entendu, j'ai pris bonne note des avertissements prononcés par Maître Haynes, qui nous a dit que cela ne s'arrêtera pas, et M. Bemba est tout à fait libre d'avoir recours à tout recours qu'il considérera approprié. Mais le fait est que la procédure au titre de l'article 85 devra être terminée. Alors, il faut savoir que l'objectif de la procédure de compensation a toujours été de portée limitée et de nature exceptionnelle. La disposition pertinente, à savoir l'article 85, a été un véritable travail d'orfèvre lorsque le statut de Rome a été négocié. Et pour respecter ce compromis auquel les délégations sont parvenues à Rome, il y a certains principes fondamentaux qui doivent régir les procédures de compensation devant cette Cour. Premièrement, la procédure de compensation est une procédure en 2 étapes. Dans un premier temps, la personne qui présente la demande doit dans un premier temps convaincre un groupe de juges, à savoir qu'il s'agisse d'une chambre d'indemnisation, à savoir vous en l'occurrence, ou une chambre qui avait été saisie précédemment, une chambre de première instance et une chambre d'appel, de l'existence d'une violation de l'article 85. Et il doit indiquer quels sont les éléments pertinents du dossier qui déterminent cette violation. Qui plus est, pour qu'il y ait plainte en application de l'article 85.3, il doit démontrer l'existence d'une erreur judiciaire grave et manifeste. Or, M. Bemba ne parvient pas à surmonter ce premier obstacle. Tout simplement, il n'existe pas de telle conclusion dans le dossier et il n'a pas su démontrer que cette Chambre devrait dégager ces conclusions. Deuxièmement, et cela n'existe que dans la plainte de M. Bemba, une procédure en indemnisation n'est pas un second appel. Et pourtant, M. Bemba réitère plusieurs arguments qu'il avait déjà exprimés en vain pendant son procès en première instance. Nombre de ces arguments figurent dans l'exception pour abus de procédure du mois de décembre 2014 et ont été rejetés. Ces arguments ont à nouveau été soulevés en appel. Les juges de la majorité en appel ne s'y sont pas intéressés. Les juges exprimant une opinion dissidente en appel les ont refusés et rejetés. Donc, l'issue de cette affaire est définitive. Les arguments qui ont été présentés pendant ces procédures ne sont plus pertinents. Les principes de certitude et d'efficacité exigent cette approche, parce que sinon, quand est-ce que cela se terminera? Et puis, troisièmement, cette procédure sont des procédures en matière d'indemnisation en application de l'article 85 et sont régies par le statut de Rome. Il ne s'agit pas de procédures permettant de déterminer qu'il y a une négligence ou acte délictuel ou pour tenir compte des demandes en matière de droit privé de M. Bemba. Ces aspects de la plainte de M. Bemba ne correspondent pas à la portée de l'article 85 et échappent à son champ d'application et doivent donc en conséquence être rejetés. Ma consoeur, Mme Narayanan, va maintenant vous expliquer pourquoi la plainte de M. Bemba ne pourra pas être entendue de façon positive sur la base de ces arguments. Good morning, Your Honours. Madame Narayanan, bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les juges. Je m'appelle Priya Narayanan et je vais maintenant vous expliquer pourquoi la plainte de M. Bemba ne satisfait pas au seuil d'exigence de l'article 85. Nous avons pris bonne note de vos instructions, Mesdames, Messieurs les juges, et nous allons donc nous intéresser essentiellement aux aspects qui démontrent les limites de la plainte de M. Bemba. Nous avons donc notre écriture qui évoque de façon détaillée toutes les questions qui ont été soulevées par M. Bemba. Et
Et j'aimerais en fait maintenant vous dire que nous allons vous inviter à examiner de très près le dossier lorsque vous devrez rendre votre décision. Premièrement, quel est le critère juridique pour cette plainte en compensation? Est-ce que M. Bemba a satisfait à ce critère? Comme M. Gariglia vient de nous l'expliquer, le seuil d'exigence de ce critère est extrêmement élevé et M. Bemba ne s'est pas acquitté de la charge qui lui revenait. J'aimerais dans un premier temps aborder le critère juridique en application de l'article 85.3, à savoir l'existence d'une erreur judiciaire grave et manifeste. Il ne s'agit pas de nouveaux territoires ou de territoires qui n'ont jamais été explorés. Il s'agit tout simplement du droit de la Cour. Et j'aimerais présenter trois arguments. Premièrement, manifestement, Madame, Messieurs les juges, les termes graves et manifestes nuance l'expression erreur judiciaire. Étant donné que M. Bemba a choisi cette disposition comme base de sa plainte, il doit démontrer non seulement qu'il a souffert d'une erreur judiciaire, mais que la dite erreur judiciaire était grave et manifeste. Et on peut expliquer les choses de façon différente et comme cela est indiqué dans le dictionnaire anglais Oxford, d'autres termes pour le terme grave sont les termes d'extrême, monumental ou critique et le terme manifeste signifie évident ou indubitable. Deuxièmement, la Chambre dans l'affaire Ngudjolo, et à notre avis, il s'agit du critère idoine, a interprété cette disposition comme signifiant une erreur judiciaire certaine et indéniable, ce qui doit aboutir à une violation claire des droits fondamentaux du demandeur et que cela a provoqué donc un préjudice grave. Et je fais référence au paragraphe 45 de la décision en matière d'indemnisation dans l'affaire Ngudjolo. Et cette interprétation suit le choix concerté des rédacteurs du statut de Rome, car comme vous le savez, l'article 85.3 est le fruit d'une détermination qui vise à ne pas indemniser une personne lorsque cette personne a été acquittée. Au lieu de cela, l'indemnisation au titre de cet article se limite à des circonstances exceptionnelles et ceux de l'avis et de l'avis d'une chambre, cela le justifie. L'expression circonstances exceptionnelles sous-tend l'intention des rédacteurs qui souhaitent limiter la responsabilité dans les cas d'acquittement. Cela ne laisse pas entendre tout simplement un souhait, le souhait que les affaires d'erreurs judiciaires devraient être très peu nombreuses et très limitées, comme semble le suggérer M. Bemba. En d'autres termes, l'octroi d'indemnisation suite à un acquittement doit être absolument exceptionnel. Troisièmement, comme cela a déjà été indiqué par la Chambre dans l'affaire Ngudjolo, l'article ou le critère de l'article 85.3 doit être perçu à la loupe des actions malafidées, malveillantes, qu'il s'agisse de poursuites abusives ou de décisions judiciaires erronées. Donc, il faut savoir que les avocats particulièrement intelligents qui ont rédigé le statut de Rome entendent exactement cela. Certains d'ailleurs sont assis ici dans cette salle et d'autres se trouvent également dans cette institution. Donc, de toute évidence, toutes les erreurs, même si elles aboutissent à un acquittement, ne suffisent pas pour déclarer qu'il y a eu erreur judiciaire grave et manifeste. Il faut également savoir, quatrièmement, que l'article 85 est un article qui est extrêmement détaillé et qui est conforme aux normes en matière de droits de l'homme, aux normes internationales en matière de droits de l'homme. Et l'article 85.3 transcende d'ailleurs même ces normes. Et j'aimerais maintenant, en fait,
aborder les détails de la plainte de M. 85 en application de l'article 85.3. Nous aimerions vous indiquer que ce qu'a indiqué M. Bemba aujourd'hui est tout à fait différent de ce qui se trouve dans ses écritures. En un mot commençant, Madame, Messieurs les juges, la plainte de M. Bemba, ce n'est pas pour ce type de plainte, en fait, que l'article 85.3 a été conçu, et ce pour les trois raisons suivantes. Premièrement, certains des problèmes abordés par M. Bemba sont particulièrement insignifiants par rapport à l'article 85. Certains sont même futiles, sans intérêt, car si nous prenons la première allégation qui se trouve au cœur de sa plainte, il vous demande de tenir compte du fait que plusieurs notes de bas de page du jugement ne sont pas exactes. La procédure de l'article 85 s'inscrit dans un cadre sérieux et digne. Cette procédure a été conçue pour trouver une solution en cas d'erreur judiciaire et non pas pour ce qui est d'anomalie de notes de bas de page, comme l'a indiqué M. Bemba. Et de toute façon, puisque nous parlons de cet aspect de la question, M. Bemba n'a jamais entièrement identifié lesquelles de ces 84 notes de bas de page lui posent problème parmi les 2227 notes de bas de page du jugement. Nous avons examiné de façon plus circonspecte les trois exemples qui sont présentés par M. Mbemba et nous les avons comparés au compte-rendu officiel. Deux des exemples que reproche M. Bemba à la Chambre de première instance sont tout à fait l'opposé, le contraire. Il confirme que la Chambre de première instance a cité de façon exacte ce qui est cité dans les références et que l'erreur revient à M. Bemba. Le troisième exemple n'est ni plus ni moins qu'une coquille et cela pourrait être arrivé à n'importe qui, même d'ailleurs à M. Bemba ou à son conseil. De même, il y a un autre aspect de sa plainte qui se concentre sur le désaccord qui a opposé son conseil avec le juge président pendant le procès il y a quelques 8 années. Il y a une question qui a été posée à un témoin pendant le procès et qui était de nature directrice. Alors, il ne s'agit pas véritablement d'aspects qui démontrent qu'il y a eu erreur, encore moins erreur judiciaire grave et manifeste. Deuxièmement, M. Bemba utilise cette procédure d'indemnisation comme un second appel. Nombreux sont les arguments qu'il soulève maintenant qui portent sur la conduite du procès, la façon dont les témoins ont été traités, l'approche retenue par l'accusation et par la Chambre de première instance lorsqu'il s'agissait des enquêtes en application de l'article 70 ou qu'il s'agisse de la façon dont la représentation légale des victimes a été autorisée à participer au procès. Voilà autant de questions qui ont été entendues par la Chambre de première instance, qui ont été traitées de façon tout à fait exhaustive, qui ont été rejetées. Nombreuses figuraient dans l'exception pour abus de procédure du mois de décembre 2014. Elles ont été entendues et rejetées. Il y a également des arguments qui ont été entendus par les juges exprimant une opinion dissidente en appel, qui ont été examinés et auxquels il n'a pas été fait droit. Les juges de la majorité en appel n'ont pas considéré nécessaire de s'y intéresser. Mais nous avons maintenant le point de vue exprimé par les juges qui ont exprimé une opinion dissidente, suivant laquelle l'opinion de la majorité n'était pas nécessairement incompatible avec leur propre opinion. Et j'aimerais faire référence au paragraphe premier de l'opinion dissidente exprimée au sujet de l'arrêt de M. Bemba. Et je vous dirais en fait que nous avançons que l'article 74.5 dispose
de ce qui suit. Tous les points de vue judiciaires font partie du jugement, qu'il s'agisse de points de vue minoritaires ou majoritaires. Et pourtant, à cette étape fort tardive, M. Bemba vous demande de considérer ou de reconsidérer à nouveau ces arguments pour la troisième fois. Cela ne peut pas être la façon de procéder. La procédure en matière d'indemnisation n'est pas une procédure du dernier ressort. Et d'ailleurs, M. Bemba lorsque M. Bemba a déjà essayé de présenter cela et que cela a échoué. Le recours est un recours de ressort exceptionnel limité aux plaintes méritoires qui satisfont de façon authentique aux critères de l'article 85, ce qui n'est pas le cas de la plainte de M. Bemba. Et troisièmement, les allégations prononcées par M. Bemba contre l'accusation ne sont tout simplement pas fondées, car nous aimerions indiquer dès le départ que M. Bemba ne présente qu'une allégation à l'encontre du procureur comme étant une erreur judiciaire en application de l'article 85, à savoir, est-ce que l'accusation a diligenté une enquête en bonne et due forme dans l'affaire Bemba. Mais de prime abord, toutefooi, cette plainte ne porte pas sur la façon dont les enquêtes ont été menées. Il s'agit plutôt du changement du mode de responsabilité, à savoir nous sommes passés de l'article 25.3 petit a à l'article 28a lors de la confirmation, mais Madame, Messieurs les juges, c'est justement ce qu'est une procédure de confirmation. Et manifestement, M. Bemba lui-même n'a pas considéré plutôt que la partialité supposée lors des enquêtes était suffisamment importante avant cette procédure. Il ne s'en est pas plaint, même lorsqu'il a présenté ses exceptions pour procédure abusive, ou même pendant son appel. Donc, en un sens, c'est la première fois que nous entendons parler de cela. Et comme la Chambre, dans l'affaire Ngudjulo, l'a déjà indiqué, une procédure en matière de compensation n'est pas la procédure qui permet d'examiner et de passer au peigne fin les enquêtes de l'accusation ou de les examiner sous un microscope ou de les examiner grâce au recul du temps. Quelle que soit la nature des enquêtes du procureur, cela ne peut pas tout simplement garantir un résultat précis. L'accusation mène à bien des enquêtes du mieux qu'elle le peut. Elle a une obligation de moyens, elle n'a pas une obligation de résultat. Et je passerai maintenant aux deux autres plaintes qui sont présentées par M. Bemba contre l'accusation, à savoir les pertes auxquelles il fait référence par rapport à son avion, pertes qui sont attribuées à l'accusation, et la déclaration publique de la procureure après l'arrêt dans l'affaire Bemba. Alors, dans un premier temps, il faudrait peut-être les considérer seulement si vous estimez qu'il y a eu bel et bien erreur judiciaire. Sinon, ces arguments qui sont présentés pour étayer sa demande de pertes indirectes ou de préjudice manquent de pertinence et peuvent tout simplement être rejetés. Et de toute façon, aucune de ces demandes n'a été plaidée de façon positive. Alors, pour ce qui est de savoir si le comportement ou la conduite de l'accusation a provoqué pour lui des pertes eu égard à son avion qui se trouve à l'aéroport de Faro au Portugal. Toute question au sujet du comportement ou de la conduite du procureur à cet égard passe à côté de l'essentiel, à savoir est-ce qu'il disposait des clés et des documents de l'avion. Comme le prouve le dossier, M. Bemba a les documents de son avion. Il pouvait avoir accès aux clés du dit avion, donc il aurait pu le faire déplacer et le faire vendre. Et nous ne savons pas pourquoi M. Bemba ne l'a pas fait. Toute réponse au sujet des clés, des documents ou de la valeur du dit avion se trouve dans le dossier dont vous êtes saisis, Mesdames, Messieurs les juges, et nous pensons que cela servira en guise d'explication. Pour mon estimé confrère a également présenté des arguments au sujet des demandes d'assistance et des ordonnances en matière de gel des avoirs. Mais cela
cela n'a pas été expliqué par rapport à l'erreur judiciaire, donc nous n'allons pas nous y intéresser. Pour ce qui est maintenant de la déclaration prononcée par la procureure après l'arrêt dans l'affaire Bemba, nous pensons que cette déclaration est tout à fait appropriée, car comme l'a indiqué la Chambre d'appel et les tribunaux des droits de l'homme, le procureur, ou la procureure en l'occurrence, contrairement à M. Bemba, n'est pas juste une partie à la procédure. Elle a également un rôle d'information publique. La communication avec les victimes, la communication avec la communauté internationale fait partie intégrante de son mandat. Et qu'est-ce qui pourrait être plus essentiel que d'essayer d'expliquer le résultat d'une affaire à des victimes, notamment des victimes qui ont souffert de violences sexuelles, et c'est tout simplement ce qu'a fait la procureure. Cette déclaration était des plus appropriées. Elle a accepté de façon très claire l'issue du procès, a indiqué que cette issue était définitive et qu'elle respecterait l'arrêt prononcé, ce qu'elle a fait. Donc la Cour ne peut pas non plus être responsable des observations que l'on trouve dans les médias sociaux. Les observateurs de tous bords sont indépendants et font des observations en tant que tels. Et puis, en dernier lieu, il se peut que vous souhaitiez prendre en considération certaines des caractéristiques qui sont uniques à la situation de M. Bemba. Il a certes été acquitté dans l'affaire principale, mais alors qu'il se trouvait en détention, il a compromis l'intégrité de la procédure portée devant cette Cour. Et cela a été conclu au-delà de tout doute raisonnable. Il irait donc à l'encontre des principes de la justice d'accorder une indemnisation à M. Bemba au vu de ces circonstances. Et vous aurez le pouvoir discrétionnaire pour évaluer cela. Alors il se peut, Madame, Messieurs les juges, qu'un jour, cette Cour doive répondre à une plainte bona fide au titre de l'article 85. Et vous devrez donc ainsi évaluer si quelqu'un devra être indemnisé au vu des circonstances. Mais la plainte de M. Bemba n'est pas ce type de plainte. La plainte de M. Bemba est loin de satisfaire aux critères exigés. Nous vous demandons donc de façon respectueuse de ne pas faire droit à la plainte présentée par M. Bemba. Et à moins que vous n'ayez des questions à nous poser, ceci met un terme à mon intervention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la procureure. Alors, si je comprends bien, le bureau du procureur a fini pour ce matin. C'est bien ça? Yes, Your Honor, we have finished. Thank you. Merci beaucoup. Le procureur, Alors, oui, Monsieur le Président, nous avons bien maintenant, compris. Nous disposons de quelques minutes encore pour d'éventuelles questions de la Chambre. Pendant que mes collègues réfléchissent, j'ai moi-même, je crois, deux petites questions. Une question pour les avocats de M. Jean-Pierre Bemba. J'allais dire de la défense, mais je ne peux pas prononcer ça. Pour les avocats de M. Jean-Pierre Bemba. Et deux petites questions aussi pour le bureau du procureur. Je vais commencer avec les avocats de M. Jean-Pierre Bemba. Maître Haynes, si j'ai bien compris, vous avez dit que il ne s'agit pas nécessairement d'une demande de la présence de l'intention malicieuse pour qu'il y ait une mauvaise justice. I'm going to speak English, so it's better maybe. Je vais poursuivre en anglais. If I understand very well, Cela you serait said plus clair. Si j'ai bien compris vos propos, every vous miscarriage avez of déclaré que justice toute erreur judiciaire ne miscarriage of constitue justice. pas, We don't need any mala fide intention. enfin, constitue une erreur judiciaire. Il n'est pas nécessaire d'établir qu'il y a une action malveillante. Cela ne correspond pas à la définition apportée par le bureau du procureur. Je souhaiterais que vous développiez un peu votre propos si vous pensez que toute erreur judiciaire suffit pour déterminer qu'il y a eu erreur judiciaire. Il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il y a eu des intentions malveillantes. Parce que d'après l'article 85 du statut, il est nécessaire d'établir qu'il y a eu erreur judiciaire grave et manifeste.
Voilà ma première question. Ma deuxième question est la suivante. Vous avez fait une comparaison entre le TPY, le TPIR et le tribunal spécial pour la Sierra Leone. Et vous avez comparé les procédures devant ces juridictions pour parler de la gravité ou du caractère important de la saisie et la confiscation des biens. Vous avez dit que dans ces trois juridictions, il n'y a pas eu de cas où l'on a procédé à la saisie de biens. Vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est peut-être parce que devant ces juridictions, il n'y a pas de procédure en réparation au profit des victimes. C'est pourquoi la question de la confiscation de la saisie des biens n'était pas d'actualité. Ce n'est pas tellement la question de l'importance ou de la saisie des biens, ou plutôt le but escompté par la saisie des biens. Je vous remercie, maître. Maître Haynes, je vais répondre à votre deuxième question d'abord. Je tentais simplement de situer cette affaire dans un contexte historique. Et j'ai voulu faire le parallèle avec d'autres juridictions nationales et internationales, ainsi que des protocoles internationaux relatifs à la saisie de biens. Je voulais donc évoquer les pratiques existantes devant d'autres juridictions pour démontrer que la jurisprudence évolue et qu'elle est cohérente. Et cette jurisprudence souligne l'importance d'une telle action. Il est donc impératif que l'on préserve la position de l'opposition qui fait l'objet de saisie de biens, en sorte que ce qui est arrivé à M. Bemba ne se reproduise plus. Et que si de là se devait se produire, que la personne qui délivre une ordonnance ou qui fait cet ordre-là, donne cet ordre-là, prévoit une indemnisation en cas de perte. C'est pour dire l'importance de ce genre d'ordonnance. Dans ces juridictions que j'ai évoquées, il avait la possibilité de procéder à la saisie des biens des accusés. Mais il se peut que le but aurait pu être différent, en fait, parce qu'il n'y avait pas, comme vous l'avez dit à juste titre, de procédure en réparation, mais il devait y avoir des sources ou s'assurer de sources pour payer des amendes ou saisir les biens qui sont le produit de la criminalité, par exemple. Donc la saisie des biens avait peut-être une autre finalité, mais le mécanisme est le même. Et la réticence, le soin apporté par ces juridictions dans ce domaine-là est nettement différent de la démarche devant cette Cour, de la manière dont cette question a été mal gérée. Et je voudrais dire de façon très claire à l'intention du bureau du procureur, nous ne nous contentons pas de dire que le bureau du procureur est responsable simplement d'un avion ou d'une déclaration faite par la procureure ou du changement de position. Nous disons que la responsabilité incombe au bureau du procureur. C'est l'organe de la Cour qui a saisi la Chambre préliminaire de première instance 3 d'une demande en assistance. Ce sont les actions du bureau du procureur qui sont à la base de ce chaos, de cette situation dans laquelle se retrouve M. Bemba. Le greffe est d'accord avec moi. D'ailleurs, il le dit dans son écriture. C'est l'accusation qui a demandé à ce que ces ordonnances soient délivrées et par conséquent, c'est à eux qu'incombe la responsabilité. Or, l'accusation, enfin, telle est la position de l'accusation. S'ils souhaitent donc corriger cette position, qu'ils le fassent aujourd'hui.
Pour ce qui concerne l'article 85, est-ce qu'il comporte une exigence? Est-ce que le demandeur doit démontrer qu'il y a une intention malveillante? Non, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Il y a besoin de le répéter. Nous pensons que le libellé de l'article ne prévoit pas cela. C'est une notion qui a été importée par le bureau du procureur dans son écriture, ce que je considère d'ailleurs comme étant une écriture assez extraordinaire. Ils prétendent que certains membres du bureau du procureur étaient présents lors de la rédaction du statut de Rome, à la conférence de Rome, et qu'ils comprennent mieux que quiconque le sens du libellé. Je suis tout à fait en désaccord avec cela. L'article 85 ne parle pas de malveillance, ni d'action malveillante, ni de malafidé. Ce qu'il dit en revanche, c'est qu'il faut démontrer qu'il y a eu une erreur judiciaire manifeste et grave. Je ne suis pas ici pour répéter ce que nous avons déjà écrit. Donc, dans notre requête, nous disons simplement qu'il y a eu erreur judiciaire grave et manifeste en l'espèce. Nous pouvons le voir dans la formulation de l'appel de la majorité des juges qui ont renversé la décision de la Chambre préliminaire, qui ont été de première instance, qui ont été préoccupés par la manière dont la Chambre de première instance a traité la question des éléments de preuve ainsi que de la charge de la preuve. Il suffit de vous rappeler la position des juges Morrison, Vandelvangaert et Chile, qui ont été abasourdis par certaines positions de la Chambre de première instance. Tout cela pour dire que la demande du M. Bemba satisfait aux critères de l'article 85. Il serait inapproprié d'importer la notion de malafidé ou d'action malveillante à l'article 85. L'accusation l'a fait. Eh bien, je me suis inscrit en faux contre cela et c'est à l'accusation de préciser sa position. Mes collègues n'ont pas de questions pour les avocats de Jean-Pierre Bemba. Alors, je vais passer à la question pour le bureau du procureur. Je laisse tomber la première question, je passe seulement à la deuxième. Si j'ai bien compris votre présentation, vous dites qu'en dehors de l'article 85 du statut de Rome, il n'y a plus de solution pour Jean-Pierre Bemba. Mais dans les écritures de la défense et dans la doctrine en général, et même si nous consultons la jurisprudence des autres tribunaux criminels internationaux, nous voyons qu'il existe quand même une compensation pour violation des droits de l'homme sur base des pouvoirs inhérents de la Cour. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une voie dans ce cas précis? Monsieur Guarilia, merci, Monsieur le Président. En bref, la réponse à cette question est non. D'après la jurisprudence de cette Cour, de la Chambre d'appel précisément, le recours à des droits inhérents n'est pas nécessaire s'il n'y a pas de lacune à combler. En l'occurrence, et tous ceux qui ont commenté l'article 85 ont dit, et je ne répondrai pas, je ne réagirai pas à l'affirmation selon laquelle des membres du bureau du procureur étaient présents lors de la rédaction du statut de Rome. Lorsque vous examinez les travaux préparatoires, lorsque vous examinez les commentaires sur l'article 85, l'article 85 est clairement lex specialis et que les auteurs du statut de Rome voulaient avoir un mécanisme très exceptionnel pour indemniser quelqu'un qui aurait été poursuivi injustement ou condamné à tort, et quelqu'un qui plus tard a été déclaré victime d'une erreur judiciaire grave et manifeste.
Et c'était un seuil très élevé. Cela a fait l'objet d'un débat très important au sein de l'institution, justement pour établir un seuil, pour avoir un système ou un mécanisme automatique d'indemnisation en cas d'acquittement. Eh bien, cette notion a été rejetée. Les auteurs du statut de Rome ont voulu, à dessein, vous donner à vous, messieurs les juges, un mécanisme d'indemnisation. Et ce mécanisme est extrêmement exceptionnel. Nous n'avons peut-être pas été très clairs sur ce point. L'article 85 est un mécanisme autonome. Il s'applique en tant que recours, comme mécanisme d'indemnisation pour quelqu'un qui aurait été victime d'une erreur judiciaire commise par la Cour dans le cadre de son procès. Ce n'est pas un mécanisme pour introduire une plainte quelconque contre la Cour. Monsieur Bemba a subi un traitement médical insuffisant et qu'il a peut-être subi des préjudices corporels, eh bien, cela ne peut pas être visé par l'article 85. Ce serait une plainte qui pourrait être déposée dans un autre contexte, car cela n'est pas du ressort de cette Cour, n'est pas du ressort de la Chambre, ni du cadre de l'article 85. Il serait peut-être utile d'entendre la position de nos collègues du greffe s'agissant des faits et la façon dont ils pensent que la Cour devrait répondre à ces genres de plaintes civiles, car cela n'a rien à voir avec le bureau du procureur et cela n'a rien à voir avec votre Chambre non plus, car l'article 85 est sans objet en l'espèce. C'est plutôt au greffe de répondre à cela, donc il conviendrait d'entendre la position du greffe sur ce point. Je ne sais pas si ma collègue souhaite ajouter quelque chose. Je pense avoir répondu à votre question. Permettez-moi d'ajouter un dernier point pour être exhaustif. Les tribunaux ad hoc avaient le pouvoir d'ordonner le gel et la saisie de biens. Et ils l'ont fait au moins une fois dans le cadre du TPY, dans l'affaire Milosevic. Le juge Hunt a pris une décision en 1999 s'agissant donc dans l'acte d'accusation à l'encontre de Slobodan Milosevic et dans des ordonnances subséquentes, le juge a ordonné le gel des biens appartenant à Milosevic sur une base beaucoup moins convaincante que dans l'affaire Bemba. Et pour autant que je m'en souvienne, ils n'ont jamais réussi à localiser ces biens. C'est pourquoi il n'y a pas eu de saisie. Le pouvoir existait, ils se sont prévalus de ce droit-là. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Donc je constate que pour vous, l'article 85 se suffit à lui-même. Et recourant, pour votre interprétation de dispositions du statut, vous recourez aux travaux préparatoires et vous dites que les pouvoirs inhérents ne sont pas d'application ici. C'est bien ça. Monsieur Guariglia, je vous ai suivi en français. Mon français est limité, mais oui, je pense que c'est ma position. Je vais me tourner vers mes collègues pour une petite consultation. Voilà. Comme je le disais au début de cette audience, normalement, nous avons deux parties aujourd'hui. Hein, les avocats de M. Jean-Pierre Bemba Gombo et le bureau du procureur. Mais il me semble qu'il y a une petite demande de la part du bureau du procureur et même du greffe de faire une petite intervention. Alors, si c'est le cas, M. Marc Le Buisson, vous avez quelques minutes pour pouvoir intervenir. Mais nous avons déjà reçu vos écritures aussi, hein, qui sont parfaites et exhaustives. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Et le greffe comprend parfaitement que le débat, pour le moment, est sur le plan des critères légaux à remplir et qu'effectivement, donc c'est un débat entre le procureur et la défense. Effectivement, j'avais prévu effectivement de pouvoir prendre la parole. Et comme ce sera limité, je vais donc me limiter uniquement à quelques points, quelques observations d'ordre général. Tout d'abord, le greffe note l'analyse du bureau du procureur sur l'applicabilité de l'article 85 du statut de Rome et des règles 173 et 175 du règlement de procédure et de preuve, où alternativement les pouvoirs inhérents qu'aurait la Chambre pour prendre une décision sur tous les aspects de la plainte. Le greffe et le bureau du procureur, paragraphe 3 des soumissions du bureau du procureur, s'accordent sur le fait qu'une demande en compensation doit suivre une approche en deux temps. D'abord établir les conditions requises à l'article 85 et seulement ensuite considérer les montants éventuels d'indemnisation. Vis-à-vis des propos de Maître Heinz, et avec bien sûr tout le respect que je dois vis-à-vis de notre collègue, il n'y a pas de nouvelles soumissions en réponse, je veux dire, par rapport aux écritures que nous avons déposées lundi. Et bien entendu, nous ne sommes pas d'accord et nous contestons les soi-disant preuves avancées. Et nous sommes également, de ce fait, réticents à toute réplique. Vis-à-vis, par contre, des propos tenus par le procureur, le greffe est en accord avec bon nombre des soumissions du procureur. Je peux donner un complément d'information sur 4 de ces points. Mais avant de développer ces points, je pourrais faire des observations complémentaires. Donc, si vous m'y autorisez. Voilà. Allez-y, maître. Dans les observations du greffe, il a été démontré que le montant réclamé dans la plainte était à tout le moins exagéré ou en tout état de cause non prouvé. Le greffe clarifie d'abord que le droit de propriété de M. Bemba, qui est le droit que la défense entend faire protéger en faisant sa demande en compensation, et ce malgré aucun précédent jurisprudentiel dans ce sens, à aucun moment n'a été violé. Il ne s'est agi dans cette affaire que de mesures provisoires. Il n'a jamais été privé de son droit de propriété sur ses biens. Il pouvait continuer à administrer tous ses biens depuis le centre de détention. Le greffe, en charge de la bonne gestion du centre de détention, peut affirmer que M. Bemba avait toutes les capacités pour donner toute instruction utile pour la gestion de ses biens. Il pouvait le faire tant via ses avocats, de façon privilégiée s'il le jugeait nécessaire, que via les nombreuses visites et communications téléphoniques qui étaient libres au centre de détention. Dans le cadre du paiement de ses frais d'avocat, il a, par le passé, fait intervenir ses avocats pour que des sommes sur ses comptes soient libérées. Il pouvait, sans problème, donner toute instruction qu'il jugeait utile pour la gestion de ses biens à qui bon lui semblait. Pour 12% du montant des dommages réclamés pour détérioration de ses biens qui seraient liés à des demandes de coopération de la Cour. La défense, mais donc je ne peux pas dire la défense, Maître Heinz, je dirais ici, n'a pas non plus démontré la responsabilité de la Cour dans la soi-disant mauvaise gestion des biens. Les dommages n'ont pas été démontrés et cette absence de preuve reste valable, que la défense s'adresse à la Cour ou devant les États qui ont pris les mesures conservatoires en accord avec leur loi nationale. La charge revient à M. Bemba de prouver les dommages causés à ses biens. Il produit un rapport confidentiel d'évaluation des dommages. Ce rapport, sans rien révéler publiquement, est basé sur des informations qui sont uniquement fournies par la défense et sont sélectives, comme le souligne le bureau du procureur, paragraphe 2 de soumission du bureau du procureur. Pour donner un exemple concret, M. Bemba ne donne aucune information sur l'état et la maintenance de ses biens avant son arrestation. Il ne donne aucun point de repère pour la Cour pour éventuellement quantifier les dommages allégués.
Le seul point de repère est la date de son arrestation en 2008. Et il part du principe qu'en 2008, tous les biens qui auraient été endommagés du fait de la cour étaient en parfait état. C'est une supposition qui n'est pas démontrée. Dans le cadre de l'identification des biens et avoirs à saisir ou geler, le fait que M. Bemba soit propriétaire ou non de certains biens n'a pas été chose facile à établir via la coopération. En effet, les titres de propriété pour certains des biens dont la dépréciation est désormais alléguée n'ont pas toujours été revendiqués par M. Bemba lui-même. Des exemples sont fournis dans les écritures confidentielles. Or, il est clair que c'est bien M. Bemba lui-même qui a la meilleure connaissance de ses propres biens. M. Bemba ne peut désormais demander d'être compensé pour des soi-disant dommages causés à des biens dont il n'a pas révélé l'existence à la Cour. Je ne vais pas prendre trop de votre temps, donc je vais directement aller sur les conclusions. Le greffe maintient que la plainte en compensation doit être rejetée car elle n'est non fondée ni en droit ni en fait. Sur les biens et avoirs dont la saisie ou le gel aurait un lien avec la Cour, lorsque la défense donne sa version sur la gestion de ces biens et avoirs, le greffe constate 1. Certains des dommages réclamés ne sont pas évalués par la défense alors que la charge de la preuve lui revient. 2. Les raisons pour l'absence de ces évaluations ne sont pas fournies. 3. En tout état de cause, la Cour, via le greffe, n'a jamais reçu d'informations ni des États ni d'autres tierces personnes permettant de conclure que les biens auraient été laissés à l'abandon. La version de la défense de Maître Heinz, ne correspond donc pas à la réalité de ce dossier qui est tout autre. La réalité de ce dossier est que le travail de coopération, on est dans le cadre de la complémentarité ici, sans révéler d'informations confidentielles, ce travail de coopération a été long, il a été difficile, car il a mis à jour, dès le stade de l'identification des biens, des problèmes complexes de droit, de propriété, de multitude de créanciers, de biens détériorés avant l'arrestation de M. Bemba. Sans rentrer dans les détails, la défense également a connaissance de beaucoup d'autres informations sur ce qui s'est passé dans ce dossier, mais ne peut les mentionner publiquement, tout comme nous, et offre de ce fait au public une version partielle de ce dossier. Donc c'est pour ça la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui quand nous devons expliquer ce qui s'est passé, puisque la plupart des informations sont soit confidentielles, soit sous-scellées, et également expartées, parfois expartées pour le procureur et parfois expartées pour la défense. Pour des raisons validées par la Chambre. Oui, bien sûr. Et comme me rappelle ma collègue, et pour des raisons qui ont été validées par une chambre. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Marc Dubuisson, représentant du greffier. Je ne sais pas, juste une petite consultation avec mes collègues.
Voilà. Alors, je suis un peu embêté parce que après l'intervention du greffe, si je donne la parole à la défense et puis le procureur voudra de nouveau parler et puis ce sera sans fin. Ce que je vais faire, c'est demander à ceux qui veulent ajouter quelque chose d'amener de nouvelles écritures éventuellement. C'est une solution qui vous satisfait? Maître Haynes, je souhaiterais encore ajouter éventuellement deux choses que je peux faire en quelques minutes et qui découlent de ce que M. Dubuisson a dit, et rien de plus. Le président, très bien. Alors, 2 minutes pour vous et 2 minutes pour le bureau du procureur. Maître Haynes, au risque de me répéter, nous disons que la plainte en ce qui concerne le préjudice sur les propriétés de M. Bemba ne se base pas sur l'article 85. C'est une juridiction inhérente. Je vais vous en donner un exemple. Supposons que M. Bemba n'ait jamais été arrêté. Supposons qu'il n'ait jamais été détenu. Supposons qu'il comparaisse devant cette cour, qu'il soit convoqué devant cette cour et que ces biens soient saisis et que la Cour les ait perdus ou ait détruit ces biens. Il aurait quand même une demande au titre de l'article 85 contre la Cour dans la juridiction inhérente de la Cour pour la destruction de ces biens. Et justement, c'est ce que nous disons. Je crains, monsieur, de ne pas comprendre les arguments de monsieur Dubuisson, c'est-à-dire que les droits à ces biens de monsieur Bemba n'aient pas fait l'objet d'interférences. Nous sommes tous d'accord, je pense, qu'en mars 2008, une grande partie des propriétés de M. Bemba ont été détruites. Je pense que nous pouvons le voir dans les dossiers de M. Dubuisson, qu'il ne peut pas nous divulguer. Mais ce qui nous a été divulgué, c'est une déclaration d'un témoin et d'un gestionnaire de banque, d'un directeur de société aérienne qui louait les avions de M. Bemba, une déclaration de témoin d'un avocat de M. Bemba également, qui a versé des éléments de preuve admissibles sur le fait que la propriété avait été totalement détruite. Donc M. Dubuisson a eu 2 mois maintenant pour vérifier tout cela, pour vérifier la situation des avions, par exemple, et je ne comprends pas son argumentation. Le président, merci. Monsieur Guariglia, 1 minute simplement pour conclure. Cette audience a montré qu'il y a donc une demande, article 85.3, qui semble se fonder sur la malveillance de la part du procureur et de la Cour. Et puis, il y a une demande indépendante, une demande en droit privé pour préjudice à la propriété. Les 2 demandes doivent tomber. La première parce que, et nous avons envoyé des motivations par écrit, sur le fait qu'il y aurait eu une erreur judiciaire grave et manifeste. Nous contestons absolument la nature de cette demande, que la Cour ou que le procureur ait agi de mauvaise foi. Nous avons fait notre travail au mieux de notre capacité. Pour ce qui est des ordonnances portant gel, nous l'avons fait pour les victimes et c'est tout à fait approprié.
n'ai d'ailleurs aucune demande raisonnable de mauvaise foi n'a pu être défendue sur cette base. C'est une question complexe pour ce qui est de la portée de l'article 85. C'est une matière complexe et il y a toute une série de questions juridiques en droit public ou en droit public international et personnellement, je ne suis pas du tout en mesure personnellement de répondre de tout cela. Je ne pense pas du tout que la Chambre d'ailleurs doive statuer sur ce point. Nous avons ici une demande fondée sur l'article 85. Il faut y répondre dans le contexte de cette déposition. Et puis ensuite, si M. Bemba souhaite aller plus loin, il peut parfaitement, effectivement, déposer des demandes ultérieures là où il souhaite le faire. Je vous remercie pour votre patience. C'est un débat très compliqué et très difficile. Et c'est pour cela que je remercie les uns et les autres d'abord pour vos écritures qui ont été très claires, et très exhaustives, mais aussi pour vos présentations qui ont été aussi très brillantes. Nous arrivons donc au terme de cette audience dans l'affaire le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo. J'ai saisi donc cette occasion pour remercier tous les participants à cette audience. Je pense aux interprètes, je pense aux sténotypistes et bien entendu aux officiers et agents de sécurité. Je salue aussi notre public et à tout le monde, je dis bonne journée. L'audience est levée. All rise.